L'Énergivore en direct. Bonjour et bienvenue à l'Énergivore en direct. Ici Maud l'Énergivore, ton animatrice pour l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler avec VO2 Math de la respiration durant les performances sportives et de l'impact que ça peut avoir sur ta santé mentale. Donc, Matt, tu peux te présenter. Bonjour Maud, alors moi c'est Mathieu Sauvé de VO2 Math. C'est ça, donc en fait j'ai un laboratoire qui teste et qui entraîne les athlètes, monsieur et madame tout le monde qui veulent se dépasser. Puis dans le laboratoire, en fait, c'est quoi que vous testez précisément? On teste précisément ce qu'on appelle la fameuse VO2 Max, donc le fameux VO2 Max, qui est la capacité d'oxygénation du corps humain. Donc on peut amener d'oxygène aux muscles à chaque minute d'effort. On regarde aussi la lactatémie sanguine, donc le sous-produit de l'effort qui est le lactate sanguin. On fait de l'analyse de mécanique de course. On regarde on voit le potentiel de l'athlète finalement. C'est vraiment le fun. Puis d'ailleurs, on va en parler plus en profondeur durant l'épisode. Mais pour commencer, on va apprendre à connaître, en fait, c'est qui Matt? En fait, pour apprendre à le connaître, Matt, on va te poser une question, c'est « Es-tu un athlète énergivore? » Pour les personnes à la maison qui connaissent pas nécessairement c'est quoi un athlète énergivore, en fait, un athlète, de plus en plus, il consomme de l'énergie. Souvent, il y en a de plus en plus pour faire son sport. Alors, Matt, est-ce que tu t'associes avec ce terme? En fait, je pense que j'ai déjà été un athlète énergivore dans ce sens-là. Aujourd'hui, je me considérais plus comme une personne éco-énergétique ou qui est polyvalent et qui est capable de performer au bon endroit. Dans ma notion, l'énergivore, c'est peut-être la personne qui prend trop d'énergie au mauvais moment. Donc, moi, en fait, j'espère ou j'essaye de pouvoir canaliser mon énergie le mieux possible au bon endroit. Donc, est-ce que je suis énergivore? Oui, à l'occasion, mais on essaye d'être performant et de savoir canaliser l'énergie au bon endroit quand c'est le temps. Fait que c'est ce qu'on appelle un athlète éco-énergique. On a maintenant un nouveau terme pour l'énergivore en direct. La société de Math VO2. Ah, je me suis trompée. VO2 Math. Pas de stress. Alors, on va continuer. En fait, le podcast, comme vous le savez, c'est un podcast qui travaille le lien entre la santé mentale et le sport. Puis, on va demander à l'invité, en fait, pour lui, c'est quoi le lien entre les deux termes? En fait, tant qu'à moi, il y a un lien qui est direct. C'est-à-dire que le sport permet de canaliser notre énergie, de canaliser nos trop-pleins de frustration. Ça va jouer sur nos émotions, ça va jouer sur nos hormones. On va diminuer les taux de cortisol, on va augmenter la noradrénaline, des trucs qui sont positifs pour nous. Donc, je pense que l'être humain a besoin de quelque chose pour canaliser son énergie. Si ce n'est pas le sport, ça sera peut-être la musique. Mais il faut quelque chose. C'est certain que par des formations professionnelles, je vais prôner le sport parce qu'au-delà du fait qu'il y a tout le bienfait mental, il y a aussi un bienfait physique. Donc, on peut ressentir physiquement les bienfaits d'une session en sport. Donc, les deux sont conjointement liés. Ça a même été prouvé d'ailleurs que pour 20 minutes de sport, ça peut être équivalent à un certain niveau d'un antidépresseur, là, dans le sens que ça va sécréter les mêmes hormones qu'un antidépresseur essaye de stimuler, en fait, dans le corps. Si, mettons, par exemple, il y a une personne qui a pas assez de dopamine dans son corps, ben en faisant du sport, on va aller avoir un meilleur apport en sérotonine puis en dopamine, ce que l'antidépresseur essaye de sécréter également, là, de rebalancer dans le cerveau. Fait que c'est prouvé, en fait, que le sport peut avoir le même effet. Exact. Puis, tu sais, on pourrait dire que le sport, c'est la meilleure drogue au monde, mais c'est le meilleur antidépresseur au monde. Malheureusement, c'est pas toujours reconnu, c'est pas toujours prescrit, mais les gens qui s'adonnent au sport, qui débutent et qui pratiquent le sport, peu importe la forme, qu'on joue au pickleball, qu'on fasse du triathlon, il y a un plaisir qui est créé et ça aura des effets positifs sur la santé générale. Oui, effectivement, mais tu sais, c'est sûr que par contre, il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir l'ajout d'un antidépresseur ou l'ajout d'une certaine médication pour les aider encore plus, mais comme de base, en fait, ça a un peu le même effet que le médicament essaye de sécréter dans le cerveau de la personne. En fait, aussi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu te décrirais comme athlète. Tantôt, tu en as parlé un peu, que tu es un athlète éco-énergique, mais est-ce que tu fais un sport spécifique? Est-ce que tu as déjà fait un sport spécifique? Parle-nous un peu de ton parcours d'athlète. Je suis un peu polyvalent, c'est-à-dire que jeune, j'ai été un nageur d'un bon niveau. Par contre,
pour ceux qui me voient ou qui me voient pas, je mesure 5 pieds 5, donc je suis pas très grand. Alors, les nageurs sont généralement de grande stature. Alors, ma carrière de nageur sera coupée court rapidement. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire de l'escrime. L'escrime, qui est un sport qui est peu connu ici au Québec, au Canada, mais qui avait un essor beaucoup en Europe et internationalement. Donc, je visais initialement les Jeux de Sydney en 2000. Ça n'a pas lieu pour toute raison, là, qu'on ne perdra pas de temps à parler de ça. Et comme entraînement secondaire ou parallèle, je faisais du triathlon à l'époque même. Ah, OK. Donc, comme ancien nageur, il me manquait la course et le vélo. J'étais déjà un bon coureur, donc on rajoutait le vélo. Donc, c'est un sport, une discipline que j'ai toujours vraiment pratiqué. Après ça, avec le temps, le travail, la famille, ça s'est un peu estompé. Par contre, si on disait dernièrement, là, dans la dernière année, les derniers 5 ans, je suis quelqu'un qui va courir un 60 à 100 km par semaine, un 4, 5, 6 fois semaine. Donc, je m'adonne à la course à pied, qui est une activité que j'aime bien. Ben c'est super bien d'ailleurs, tu sais, je veux dire, à travers le temps, tout athlète va un peu changer ses disciplines sportives, là, tu veux pas, faut suivre avec les habitudes de vie, le changement d'environnement, le changement d'habitudes de vie également, là, fait que c'est totalement normal que ça allait évoluer avec le temps, mais c'est cool que peut-être des gens dans le triathlon, puis également que t'en as fait, je savais pas cette information-là. Ouais, écoute, ça fait déjà quelques années, mais je pense que il faut être capable de porter plusieurs chapeaux. Puis après ça, comme entraîneur, il y a des entraîneurs qui sont des anciens athlètes, mais qui n'ont pas nécessairement les connaissances académiques. Il y a des gens qui ont les connaissances académiques, qui n'ont pas nécessairement les expériences de vécu. Tu as des gens qui ont fait le sport pendant 20 ans. Fait que, je pense que d'avoir une espèce de combinaison de l'académique, de la pratique, c'est ce qui fait un bon mix, en fait, de façon générale. Parce que quand un client, un athlète me dit « Ah, mais tu sais, coach, ça me fait mal », oui, je le sais, j'ai fait le même entraînement que toi il y a 2 jours. Donc, d'être capable de pouvoir tester les méthodologies d'entraînement, c'est une chose. Après ça, d'avoir des ressentis, c'est autre chose. Puis, au-delà de tout ça, j'aime ça. J'aime faire du sport. Je suis un sportif dans l'âme. Tu me dis que tu veux aller jouer au tennis, tu veux aller faire de la montagne, tu veux faire peu importe le sport, j'aime le sport. Donc, après ça, je suis assez polyvalent. Je m'adonne à 1 ou 2 disciplines, mais je peux toucher à tout, puis j'aime ça. Mais la passion, je trouve que ça transparaît. Tu sais, j'ai essayé d'avoir un peu plusieurs entraîneurs dans ma vie, puis quand que j'avais un entraîneur qui n'était pas nécessairement passionné ou qui s'associait pas nécessairement à mon mode de vie, ben là, c'est à ce moment-là où c'est comme une petite déconnexion. Tu sais, il y a des entraîneurs qui sont vraiment plus dans la concentration des plans d'entraînement pour leurs clients, puis beaucoup, mettons, dans l'hypertrophie. Mais tu sais, moi qui est un athlète plus côté cardiovasculaire, ben ça allait moins me chercher, fait qu'il a fallu que je me réadapte puis que j'aille chercher quelqu'un qui vit un peu plus ma réalité. Fait que je te comprends totalement du fait que ta passion elle va transparaître puis qu'elle va aider les athlètes que tu coaches. Après ça, on s'entend qu'on travaille un individu. C'est-à-dire que, sans s'attarder là-dessus, j'ai des gens qui sont en course automobile, des gens qui sont en vélo, en tennis. On travaille l'être humain. Après ça, ce sont des filières énergétiques. Puis on va développer avec certaines personnes des affinités, on va développer des méthodologies, mais en bout de ligne, je travaille avec un être humain. Donc, si je travaille avec toi, je travaille avec une femme d'un certain âge, qui a un certain background. Il faut adapter à ça aussi. Je pense que le modèle qui est le modèle pré-mâché, où on essaie d'appliquer la même méthodologie à tous, c'est là où on se trompe un peu. Je regarde dans ma clientèle, j'ai des femmes qui sont ménopausées que je devrais certes pas entraîner de la même façon qu'un jeune homme de 22 ans. Ne serait-ce qu'au niveau hormonal, au niveau de la charge mentale, au niveau du rythme de vie, il faut être un peu plus spécifique. Puis je pense que 2025, on est plus à l'écoute de ça qu'on l'a jamais été. Ben, c'est vraiment important. Comme tu l'as dit, chaque personne a un mode de vie différent. Chaque personne, en fait, pour être capable de maintenir ton plan, il faut que ça soit adapté justement à ton mode de vie parce qu'à un certain point, des fois, c'est juste pas réaliste de le rentrer dans ton horaire si c'est pas adapté à ton mode de vie aussi, là. Exact. On est ici pour parler de stress, de personnes énergivores. Si, pour une raison X, Y, Z, tu travailles avec un entraîneur ou tu as une plateforme en ligne, peu importe, et que ça te dit que mardi, tu as un entraînement d'1h30, mais que mardi, tu as eu 8 heures de cours, si tu as des enfants, tu t'en as occupé, tu avais d'autres occupations et tu te retrouves à 21h le soir, tu peux aller faire l'entraînement d'1h30, mais ça ne veut pas dire qu'il va être bénéfique. Peut-être que tu vas être avantagé de retourner à la maison, de faire un bon repos, un bon dodo, te réveiller le lendemain, de faire un meilleur entraînement.
Sauf que ça peut être une source de stress. Parce que les gens disent, ah, mais là, il faut absolument que je fasse mon entraînement. Et c'est pour ça qu'il faut quantifier la charge en fonction de tout ce qu'on a. Donc, le jeune homme qui joue au hockey, ben non, c'est pas de la course ou du vélo, mais le hockey va lui prendre 2 heures de temps dans sa journée pour le quantifier. La jeune mère ou jeune père qui va aller reconduire les enfants à la garderie, aller travailler, aller chercher, faire le repas, ben ça prend du temps. Il y a 24 heures dans une journée, on en dort un certain temps, on en travaille un certain temps. Puis si la parcelle de temps qui reste, ben elle nous génère un stress plutôt que au contraire nous donner de l'énergie, ben on a raté la cible. Ben, à un certain point, il faut aussi considérer que la récupération, c'est autant important que l'effort que tu vas mettre dans ton entraînement, là. Fait que, tu sais, si la personne, même si elle fait pas du sport pendant 8 heures, mais s'est occupée de ses enfants, est allée au travail, s'est réveillée à 6 heures parce que son enfant, il pleurait, tu sais, c'est toutes des choses qui demandent de l'énergie, même si c'est pas la même chose que faire un entraînement, dans le sens que c'est pas le même mouvement que tu fais, c'est quand même des mouvements qui dépensent de l'énergie quand même. Tu sais, c'est pas à négliger, ça. Ah, tout à fait. Puis, je veux dire, tu m'as enlevé les mots de la bouche dans le sens où les gens négligent le repos, négligent le fait que la récupération fait partie de l'entraînement. Puis malheureusement, quand on rentre dans on est en plein été, il y a beaucoup d'événements tels des marathons, des triathlons de longue distance, puis les gens vont toujours vouloir en faire plus, pensant que parce qu'ils en ont fait plus, c'est mieux, mais des fois, t'es mieux d'en faire moins, mieux dormir, puis la session suivante est capable de pouvoir mieux focusser sur les zones d'entraînement qui sont spécifiques que juste faire n'importe quoi. Puis ça, malheureusement, je trouve le fameux « more is better », c'est pas nécessairement vrai. Mais tu sais, je pense surtout au triathlon, là, quand les personnes ils se mettent beaucoup trop de volume, puis qu'à un certain point, ben, quand ils vont arriver à leur race, ben, leur corps va juste être épuisé. Ben, tu sais, il faut être capable de gérer le volume aussi avec la réalité de la chose. Tu sais, à un certain point, tu vas aller faire une race qui va te demander un certain nombre d'énergie, mais il faut que tu sois capable de le donner, cette énergie-là. Il faut pas que tu t'ailles épuisé beaucoup trop avant, puis qu'après, tu aies comme 40 000 blessures qui sont arrivées à cause que tu n'as pas donné de repos à ton corps, puis que tu sois juste pas capable de faire ta race à ton plein potentiel. Tu sais. Ben, c'est drôle parce que on sort. Il y avait le demi-Ironman de Tremblant en fin de semaine. Ouais. J'avais plusieurs clients, athlètes qui étaient là. Puis malheureusement, j'entendais des gens autour qui avait le discours suivant, disait, là j'ai hâte que ça soit fini, là, je suis fatigué. Wow! Ça, c'est une erreur monumentale. Je veux dire, moi, j'avais 50 lions en cage qui étaient prêts à tout donner dimanche matin, dans le sens où on est supposé jouer sur le niveau d'intensité puis le niveau d'énergie. Le sport est supposé nous donner de l'énergie, c'est pas supposé nous en enlever. Fait que si tu arrives la journée de l'événement, puis tout ce que tu veux, c'est t'en débarrasser parce que ça fait 4 mois, 6 mois que tu es fatigué, je pense qu'on a raté notre coup complètement. À l'inverse, si quelqu'un arrive et qu'il a vraiment hâte. Donc, on a créé une attente qui est j'ai vraiment hâte de terminer et d'avoir du plaisir, ça va être une belle journée. Le temps va être important, mais il va devenir secondaire. Puis ensuite, quand ça va avoir fini, peu importe le résultat, tu vas avoir envie d'en faire un autre. Si par contre, tu es fatigué, ben, l'expérience risque d'être négative. Si l'expérience est négative, si tu recommences, tu vas recommencer, mais à regret. Tu vas recommencer en disant « la première fois, je me suis planté, il faut que je prenne la revanche. » Il n'y a rien de positif dans prendre une revanche. Par contre, de dire « je veux recommencer parce que j'ai aimé ma première expérience », là, ça devient positif. Mais je trouve que dans le sport, c'est vraiment important de voir le verre à moitié plein. Là. C'est dans le sens que, tu sais, je peux te donner un exemple. Moi, j'avais partagé ça sur mes réseaux sociaux. J'avais fait une course, en fait, un triathlon sprint l'année passée, en septembre, puis par la suite, je m'étais inscrite à une trail run de 10 km comme 2 semaines après mon triathlon. Pire idée, parce que mon corps était déjà full épuisé. Puis je suis arrivée à la trail run, puis j'étais comme, voyons, mes jambes sont lourdes, si ça. Puis là, à la place de finir mon 10 km, j'ai juste fait un 5 km, puis je me suis dit, écoute, genre, faut que je vienne à l'évidence. En ce moment, mon corps, il est plus capable. Mes périocytes sont dans le tapis. Genre, ça marche pas. Mais au moins, comme, pour moi, c'était une victoire. Puis j'ai vu ça à moitié bien, parce que même si j'avais pas fait ma distance, ben au moins je me suis écoutée, qu'on fait pas assez en tant qu'athlète, tu sais, dans le sens que si je m'écoute pas pendant ma race puis que par exemple j'ai faim, mais là c'est pas le temps que je prenne mon gel pendant ma course, mais t'as faim. Puis là tu t'écoutes pas les signaux de ton corps, mais à un certain point juste parce que tu veux sauver du temps puis pas avoir comme 0.2 km/h de moins pendant ce moment-là. Ben tu vas comme t'arrêter de manger tes choses parce que tu veux un meilleur temps possible. Tu sais, faut
faut s'écouter en tant qu'athlète, c'est tellement important, puis ça manque dans la culture d'aujourd'hui, je trouve, avec les réseaux sociaux. Ben, en fait, si je peux surfer un peu sur ça, c'est que l'athlète professionnel a une capacité d'adaptation. L'athlète amateur, lui, il a un plan de match. Souvent, il va rester un peu bêtement sur le plan de match. Puis il va passer à côté de ses sentiments. Puis quand je dis sentiments, c'est ses sensations. L'athlète professionnel va dire « Ah, j'ai peut-être poussé un peu trop, je vais ralentir. » Puis c'est correct qu'il ralentisse. Il va dire « Regarde, aujourd'hui, c'est une bonne journée, je suis capable d'en rajouter un peu. » Et il va le faire. L'athlète amateur, puis tu sais, je fais souvent des analogies. J'aime bien l'analogie avec la cuisine. Ben, le chef cuisinier, lui, il va rajouter un petit peu d'ingrédients ici et là. Tu lui demandes combien tu as mis de milligrammes, de centilitres. Il ne sait pas, il en a mis au pif. Par contre, la madame qui est chez elle avec son livre de cuisine, elle suit la recette à la ligne. Puis quand son mari lui dit, ben, tu peux rajouter une pincée de sel. Oh non, dans la recette, il est marqué que c'est ça. En fait, si t'aimes la cannelle, rajoute de la cannelle dans le sens où faut l'interpréter à sa façon aussi. Puis ton exemple tout à l'heure de « faudrait que je mange là parce que j'ai faim », ben c'est vrai pour l'hydratation, c'est vrai pour la nutrition. Si déjà tu as soif ou tu as faim, il est trop tard. Fait que, si c'était pas dans ton plan de match, mais que tu en ressens le besoin maintenant, vas-y. Fait qu'il faut être capable d'avoir un processus adaptatif où on a une ligne directrice, mais il faut pouvoir adapter, déroger un peu. Parce que, tu sais, je pense à les journées canicules qu'on a eues récemment, là. Puis il y a des personnes qui faisaient des 70 km de vélo, par exemple, cette journée-là. Ben, c'est une canicule. C'est normal que tu aies besoin d'une bouteille de plus du Pika puis que tu aies besoin de 2 gels de plus parce que ta dépense énergétique est vraiment plus haute parce que tu as beaucoup plus de sueur puis de sodium qui sort de ton corps à ce moment-là. Fait que faut arrêter de regarder, mettons, sur les réseaux sociaux, cette personne-là, elle a fait tel temps. Puis là, moi, je veux faire tel temps, fait que je vais m'arrêter, par exemple, de boire ou parce que je veux faire tant de kilomètres-heure. Ou, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça devient un peu maladif à un certain point puis dangereux pour nous-mêmes, là. En bout de ligne, je reviendrai à il faut le faire pour soi. C'est-à-dire qu'on le fait toujours en considération d'un autre individu qui, aujourd'hui, en 2025, on parle des réseaux sociaux, mais on n'est pas avec cette personne-là. Elle n'a pas nécessairement la même réalité, elle n'a pas les mêmes besoins. Que ce soit un homme, une femme, juste un athlète professionnel. Ces gens-là ont des préparateurs qui vont préparer leur nutrition, eux autres, ils n'ont pas besoin de se badrer avec qu'est-ce que je vais mettre dans ma gourde, c'est déjà qualifié, c'est déjà quantifié. Donc, je pense qu'il faut apprendre à le faire pour soi, puis nos zones d'entraînement sont bonnes pour nous. Ouais, mais je cours avec mon chum. Ben, lui a les siennes, toi, tu as les siennes. Pour adapter, mais si on vit toujours au diapason de quelqu'un d'autre, ben, en fait, on n'est pas lui, on n'est pas elle. Donc, on est en train de se planter. 100%. Mais d'ailleurs, là, tu viens de parler des zones de chacune. Puis aujourd'hui, on voulait en parler de ces fameuses zones-là. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est quoi les zones de cardio que tu parles depuis le début? Dépendant de la plateforme utilisée. Puis c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et je ne donnerai pas de nom spécifique aujourd'hui. Parce que Garmin a son type de zone, Polar a son type de zone, Coros a son type de zone. Je pourrais passer à travers toutes les plateformes. Par contre, en bout de ligne, on va ressortir 3 zones spécifiques. Une qu'on va appeler la zone 2 ou la zone 1, qui est une zone aérobique. Donc, c'est une zone où on va principalement utiliser des graisses et où on va éliminer le lactate sanguin. C'est une zone où on peut toffer pendant presque 18 heures de temps. Donc, c'est une zone de récupération. Puis là, il faut le voir à plusieurs égards. C'est-à-dire que si je travaille avec un joueur de hockey, le joueur de hockey a terminé sa partie, le soir ou le lendemain, il va aller sur un vélo stationnaire, puis il va mouliner pendant 20 minutes pour éliminer le mauvais et bien récupérer. Si je prends quelqu'un qui fait du triathlon longue distance ou du ultra trail, ben, la zone 2 va être la zone où on va pouvoir générer du volume sans pour autant générer de la fatigue. C'est-à-dire que ta zone 2 ne devrait pas être beaucoup plus difficile que d'aller faire ton Costco, IGA, à la pharmacie, au centre d'achat. Donc, c'est une zone qui est très lente, mais c'est pas parce que tu as marché, 50 minutes dans le IGA que tu as fait un entraînement. Donc, trop bas existe aussi. Donc, la zone 2 a un sweet spot où on est vraiment là à une intensité qui est basse, mais qui n'est pas nécessairement de la marche ou d'écouter la télévision. Ce que j'avais entendu, c'est qu'il faut que tu sois capable de discuter pendant que tu le fais, que ta respiration elle soit assez constante. Fait que, par exemple, je cours avec mon ami,
je suis capable d'avoir une discussion complète sans perdre mon souffle, ben là, OK, je suis en zone 2 puis c'est correct, mon effort est correct. Exact. C'est une belle façon de le voir comme tel. Ensuite, on va aller à l'opposé complet. Peu importe les méthodologies d'entraînement, on va aller dans les zones anaérobiques. Fait que ça va être la zone 7 ou 6 si on est sur Training Peak, ça va être la zone 5 de Garmin. Bref, une intensité qui va se rapprocher d'un sprint, qui va se rapprocher d'une intensité là, de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Et puis là, s'astiner sur le 2 minutes ou le 5 minutes, s'astiner sur je fais 3,30 le kilo, 4,15 le kilo. Encore une fois, là, ça c'est personnel à chacun. Il faut qu'à la fin de cette période qui est courte, tu sois contente de marcher ou de jogger. Ils sont pas à la course à pied ou de mouliner à vélo, peu importe. Donc, c'est une intensité qui est très élevée où on va utiliser uniquement des glucides. Donc là, on n'utilise plus du tout de graisse. On va produire du lactate sanguin, qui est un déchet produit à l'effort. Et c'est une intensité qui va être soit à VO2 max ou au-delà de VO2 max. Fait que là, on vient déjà de décerner là, 2 sphères, donc le bas et le haut. Donc, on a déterminé vraiment les 2 opposés. Ensuite, entre les 2, il y aura 2, 3 ou 4 zones, dépendant de ce qu'on va utiliser comme outil, que ce soit Training Peak, Garmin, Polar et autres. Puis, à l'intérieur de ces autres, on va retrouver des intensités qui vont être bonnes pour un marathon, pour un demi-Ironman, un Ironman, un 10 km, parce qu'on ne va pas à la même intensité si je fais un 10 km de course que si je fais un 180 km de vélo. Puis ça, et c'est là où je pense que tout le monde se plante un peu à essayer de s'arracher les cheveux pour savoir c'est quoi exactement. Bien, la première question qu'il faut se poser, c'est quelle activité fais-tu? Si je deal avec un joueur de hockey, ben lui, toutes les zones tampons entre les deux, ben c'est peu important parce que le joueur de hockey va être 90 secondes sur la glace. Après ça, si tu me dis, moi, je fais des 5 ou des 10 km de course, ben d'avoir une intensité que tu es capable de maintenir pendant 2 heures de temps est très peu pertinente parce qu'en fait, tu ne courras jamais 2 heures de temps. Si, inversement, tu veux faire un marathon, un demi-Ironman, un Ironman, ben là, il faut travailler aussi à des intensités qui vont être proches de ton rythme cardiaque ou de ta vitesse qui va être perçue lors de ton événement. Sauf que le problème, c'est que souvent, les gens vont dire, ben cette intensité-là, puis je parle d'intensité, puis ça peut être course, vélo, rameur. Ben, intensité, tu veux-tu dire, par exemple, le pace, c'est des personnes qui veulent faire un pace spécifique ou oui, c'est... OK. Ouais, plus pace à la course, wattage en vélo, wattage en rameur. Ouais. Donc, il y en a qui vont dire, ben là, faire, je vais prendre l'exemple de la course à pied. Ah, mais là, moi, 5 minutes le kilo, je trouve ça très, très lent, c'est facile. Et moi, je relance souvent les gens en disant, mais es-tu capable de courir 3 heures? Et souvent, la réponse est, je ne le sais pas, j'ai jamais couru 3 heures. Et les problématiques n'arrivent jamais après 1 heure, 1 heure et demie. Mais tu t'entraînes 1 heure, 1 heure et demie. Sauf que là, tu te prépares pour un événement qui va peut-être en durer 3 heures. Et c'est avec le temps que les bobos et les bébés sortent. Oui, 100%. Mais c'est aussi tu commences à sentir ton corps qui devient fatigué. Fait que de plus en plus ton corps est fatigué, de plus en plus les petits bobos vont sortir aussi. Là. C'est normal. Puis en plus, la course, c'est la dernière étape là, d'un Ironman ou un marathon 42 km de course. C'est dans les 15 derniers kilomètres que tu vas ressentir tes blessures. Là, fait que... Tu sais, dans l'analyse des zones, en fait, ou dans la méthodologie, je fais souvent une analogie avec le transport en voiture. C'est-à-dire que si on est présentement à l'UQAM, au centre-ville de Montréal, si je vais au circuit G-Villeneuve puis je fais un tour dans une Formule 1, je dépense énormément d'énergie, le laps de temps est très court. Si je fais Montréal-Trois-Rivières, que j'ai une voiture à essence ou électrique, j'ai pas besoin de grand-chose. Je fais Montréal-Québec, ben j'espère que tu as fait le plein avant de partir, parce qu'il va peut-être te manquer éventuellement de carburant. Si je fais Montréal-Rimouski, peut-être que tu auras besoin de faire le plein, puis si tu roules à 160 km/h, c'est sûr que tu ne te rends pas. Mais non, donc, il y a vraiment un équilibre entre la durée, la vitesse, puis, tu sais, j'aime bien l'analogie voiture, parce que plus tu roules vite, plus tu vas consommer d'énergie. Qu'on soit sur un véhicule à essence ou électrique, c'est la même chose. Puis, si tu me dis, ben moi, je roule à 40 km/h pout-pout, ben, tu vas peut-être te rendre très, 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 très loin sans avoir besoin à faire le plein d'essence ou à recharger ta batterie, parce que cette intensité-là, tu brûles peu d'énergie. Donc, la différence entre la zone 2 et les zones 4, 5, 6, c'est un peu ça. Plus c'est lent, plus tu peux toffer longtemps. Plus tu vas aller vite, ben, plus il va falloir que tu fasses attention à ton alimentation, à ta batterie aussi, parce que, tu sais, quand tu sprintes, là, tu sprintes pas pendant 1 heure et demie de temps non plus. Ben non, vraiment pas. Mais tu sais, justement, je parlais à un sprinteur la dernière fois, puis il me disait,
moi, je fais 3,30 dans mes sprints. Tu sais, mettons, je me rappelle plus la distance qu'il disait, mais tu sais, 3,30, c'est très rapide. Mhm. Là, j'ai demandé, est-ce que tu es capable de tenir ça pendant comme plus longtemps qu'un sprint? Puis il me dit, ben, c'est sûr que si je m'en vais faire 10 km, mon pace va plus être autour de 6 minutes le kilomètre. Puis tu sais, pourtant, c'est une personne qui est dans une équipe universitaire, qui est à haut niveau dans ses sprints et tout, mais pourtant, il va quand même faire une longue distance à 6 minutes le kilomètre, tu sais. Mhm. Mais pourtant, 6 minutes le kilomètre, c'est considéré comme slow en ce moment. Exact. Oui. Mais c'est spécifique à chacun. Mm. Tu sais, on regarde, on essaie souvent de comparer, tu sais, on va dire, qu'est-ce qui est plus difficile? Faire un 100 mètres sprint en 9,3 secondes, et avoir le record du monde, ou faire le marathon en 1h59? On court dans les deux cas, mais c'est tellement diamétralement opposé qu'on peut pas les comparer. Justement, tu sais, c'est comme tu dis, c'est propre à chacun. Chaque personne va se préparer pour son propre challenge. Ou tu sais, il y a des personnes aussi qui courent juste pour le plaisir. Là, tu sais, on n'est pas toutes dans la compétition non plus, mais tu sais, c'est important de considérer que justement, chaque personne a un effort propre à chacun. Mhm. Puis d'arrêter de justement regarder comme une normalité puis une moyenne en général. Si tu fais ton effort toi-même puis que tu es fier de ton effort, ben sois fier de ton effort. Ah, écoute, tout à fait. C'est-à-dire que tu peux t'entraîner et ne pas être optimal dans ton entraînement. Sauf que, en bowling, tu as quand même fait quelque chose. Fait qu'il y a deux façons de le voir. Tu sais, tu peux dire, est-ce que tu fais ton entraînement dans la mesure où tu cherches un objectif de performance? Si ton objectif, c'est tout simplement d'avoir du plaisir et que pour toi, l'entraînement ne doit pas cheminer vers une performance X, Y, Z, ben, qui est là pour te contredire? C'est-à-dire que moi, le monsieur ou la madame qui court 3 fois 10 km par semaine puis qui veut rien savoir de la performance, ben, il court quand même 30 km par semaine, ce qui est bien mieux que la très grande partie de la population. Maintenant, souvent, ce qui va se produire, c'est que ces gens-là, au bout de 2, 3, 4 ans, éventuellement, ils vont se dire, ben, écoute, j'ai couru, je sais pas, 150 heures par année depuis 3 ans, donc 450 heures, puis je me suis pas amélioré. Fait que souvent, on a un peu un syndrome où on dit, ben écoute, je me suis entraîné, mais j'ai pas de retour sur investissement. Et c'est là que les gens commencent à s'intéresser justement aux fameuses zones d'entraînement, aux méthodologies d'entraînement. Mais d'ailleurs, est-ce que ce serait nécessaire pour tous les athlètes de connaître leur zone? Parce qu'à un certain point, mettons, je parlais avec une autre personne sur le podcast, puis on parlait justement des pratiques en général. Est-ce que c'est nécessaire seulement pour des athlètes professionnels? Est-ce que c'est nécessaire pour monsieur, madame, tout le monde qui fait son sport? Ou pas? Est-ce que ce serait nécessaire pour tous les athlètes de travailler ça? Je mentirais de dire que non, c'est pas nécessaire. Parce que, Okay. tu sais, faire ton épicerie, ben, il y a des choses qui sont bonnes à l'épicerie et des choses qui sont moins bonnes. Puis tu peux manger des chips puis du coke, sauf qu'éventuellement, ça va te rattraper. Mm-hmm. On va prôner une alimentation qui est beaucoup plus saine. Au niveau de l'entraînement, si tous tes entraînements sont faits dans ce que j'appelle personnellement la zone de bénévolat, il n'y a rien de mal à faire du bénévolat. Je veux dire, tu peux être le bénévole de l'année, tout le monde t'aime, c'est magnifique. Par contre, tu ne peux pas payer ton hypothèque. Donc, éventuellement, il y aura une frustration dans la mesure où on dit, mais il me semble que je me suis entraîné beaucoup, je perds pas de poids, je me suis entraîné beaucoup, je suis pas plus rapide, je me suis entraîné beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup de what if. Donc, est-ce que c'est primordial de toujours s'entraîner avec des zones? Je pense pas. Est-ce que c'est intéressant de les connaître? Je pense que oui. Donc, si je prenais encore une fois l'exemple culinaire, il y a des accords en cuisine qui fonctionnent. Mais je peux pas mettre du vinaigre dans du lait, ça fonctionne pas. Mais c'est quoi le bénéfice d'abord de connaître ces zones? Là, on parlait tantôt de comparaison un peu entre les personnes et tout, mais c'est quoi le bénéfice de connaître ces zones? Ben, c'est d'être en mesure de faire la bonne chose quand ça te plaît. C'est-à-dire que si un vendredi soir, tu reviens à la maison et que ton entourage, ton chum, ta famille te tombe ses nerfs, que tu as une mauvaise journée à l'université, au travail, et que tu vas aller courir pour le plaisir, bien ça t'appartient, puis c'est correct, ça va jouer sur ta santé mentale. Si par contre, on est mardi, puis tu vas faire une course, puis ton objectif, t'aimerais perdre quelques livres, ou t'aimerais aller un peu plus vite, bien, le fait de connaître tes zones va te permettre d'aligner ton entraînement de la bonne façon. Après ça, on est majeur et vacciné. Ça nous appartient si on le fait ou si on ne le fait pas. Mais, moi, à titre d'exemple, quand je teste les gens en laboratoire, j'exige 3-4 heures de temps.
parce qu'on jase pendant 2 heures de temps. C'est un enseignement continu de 2 heures de temps. Après ça, ça t'appartient. Si tu veux pas le faire, c'est correct. Moi, je te dis qu'il faut manger des fruits et des légumes dans la vie, parce que c'est bon pour la santé. Si tu veux pas en manger, c'est correct. Mais si tu as des carences en vitamines, faut pas se plaindre après. Donc, je pense que... Fait que dans le fond, c'est pas nécessairement nécessaire. J'ai beaucoup dit nécessaire dans cette phrase. Mais c'est bénéfique d'avoir le plus d'informations possible pour être capable de s'adapter selon comment notre corps se sent la journée de notre entraînement. Oui, c'est bien résumé. OK, cool. Parce que, tu sais, je me disais, tu sais, la dernière fois, on parlait justement d'une personne qui est un peu plus fatiguée et tout, mais avec les zones, si je connais ma zone de récupération, puis qu'il faut quand même que je cours, ben c'est mieux que je cours dans ma zone de récupération, par exemple. Ben, je vais juste continuer sur cette vague-là. Tu sais, beaucoup de gens vont s'entraîner et vont avoir soit du surentraînement ou de la fatigue. Mais ça, c'est pas compliqué. C'est que vous vous êtes entraîné un peu trop fort, trop longtemps, trop souvent. Donc, j'aime bien l'analogie de la goutte d'eau. Si vous pouvez, puisqu'on est à la radio, vous imaginez une tasse ou un verre qui est rempli à moitié d'eau. Et qu'on dit à tous les fois que je fais un entraînement, si je suis juste un petit peu trop intense, c'est comme une goutte d'eau que je rajoute. Au jour le jour, je ne vois pas la différence parce que mon référencement, c'est l'entraînement d'hier. Donc, même si je suis Superman, je ne verrai pas la différence d'eau que dans le verre. Par contre, après 3 mois, 4 mois, 6 mois et plusieurs milliers de gouttes qui se sont cumulées, éventuellement, le verre déborde. Et c'est là qu'on a des blessures, c'est là que ça va pas bien, c'est là que nos entraînements tournent au vinaigre, puis on dit, mais mon Dieu, je comprends pas, j'ai fait la même chose la semaine dernière. Mais le problème, c'est pas la semaine dernière, c'est le cumul des 6 derniers mois qui, eux, ont cheminé vers quelque chose qui est négatif. À un certain point, c'est juste, tu sais, comme on dit souvent, comme ton vase déborde ou comme ton verre d'eau peut déborder, là, tu sais, ça revient à ça. Mais d'ailleurs, tu sais, le podcast fait le lien entre la santé mentale puis le sport, mais je trouve que c'est important de parler justement du surentraînement puis l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale. T'en penses quoi, toi, du lien entre les deux? Ben, il y a un lien direct, c'est-à-dire que quand on s'entraîne, malheureusement, je vais dire, on s'entraîne trop fort, trop vite, trop souvent, éventuellement, ben, s'il y a des blessures, si on est fatigué à aller à l'entraînement, donc ça devient plus quelque chose de positif. Donc ça devient une charge, puis ça va jouer mentalement. Donc on est supposé dire, je vais aller courir ce soir parce que j'ai eu une grosse journée au bureau, ça me fait du bien. Si par contre, on a la même journée au bureau, mais que le discours est « Ouais, je vais courir parce qu'il faut que j'aille courir. » Tu sais, le métalangage, ça paraît aussi tout ce que le neurolinguistique. Il faut faire attention à comment on parle. T'sais, si tu dis « il faut que j'aille courir », ben il faut. Non, tu n'es pas obligé d'aller courir. Moi, je veux aller courir parce que ça me tente d'aller courir. Je te donne une parenthèse. Hier, je travaillais de la maison, ma conjointe, les enfants m'ont dit « Hey, on va courir. » J'ai de la job par-dessus la tête. Puis ça m'a fait plaisir d'y aller. OK, j'ai travaillé après, mais c'est un choix. J'ai préféré dire « Je vais prendre du temps pour aller courir parce que ça me fait du bien. » Puis j'étais après ça plus productif dans mon travail que de dire « Je vais frustrer mon travail. » Après ça, je vais aller courir. Parce qu'il faut que j'aille courir. Fait que je sais pas si tu vois la différence de j'y vais parce qu'il faut, contrairement à j'y vais parce que ça me tente. Mais aussi, tu sais, quand il y a des personnes qui le font d'une manière fréquente, la plupart du temps, moi, mon plus grand indicateur, si mon corps a besoin de repos, c'est de me dire, normalement, quand je vais courir à la fin, je me sens mieux. Si jamais, après de courir, je me sens juste blessée, je me sens fatiguée, je me sens épuisée, j'ai plus envie d'y aller, j'ai plus envie de rien faire dans ma journée, il y a comme quelque chose qui marche pas à quelque part. Il y a quelque chose que j'ai fait à mon corps que je me suis pas écoutée. Puis si j'ai besoin de repos après mon entraînement, tu sais, des fois, c'est normal, tu vas pousser ton corps à un certain niveau, puis oui, tu vas avoir besoin de repos, mais si ça t'a pas donné de plaisir, si t'as pas aimé ça, c'est là qu'il y a un problème. Tout à fait d'accord. Mais tu sais, mais encore, tu sais, la fameuse zone 2 dont on parle ad nauseam, ben, tu sais, il faut toujours que tu te poses la question, si tu te dis, je suis trop fatigué, je ne pourrais pas aller à l'épicerie, va pas faire de zone 2. Mais c'est bien rare quelqu'un va me dire, je suis épuisé au point tel que je peux pas aller faire mon épicerie, faire mon marché, faire mon Costco. Donc, cette zone-là va avoir que des bénéfices positifs. Il y a à peu près
pas de choses négatives. Le défaut, c'est que les gens sont généralement un 10-15% trop élevés. Puis quand on leur dit, ben voici ton intensité, ton pace à la course, ben là, la réponse, souvent, c'est, ben, c'est bien trop lent. Non, mais c'est correct d'être lent. Mais c'est en le pratiquant aussi qu'il va devenir plus rapide. Aussi, exactement. Tout à fait. Et là, je me demande, tu sais, là, on parle des zones et tout, puis je trouve qu'il y a beaucoup d'informations, mais justement, d'être conscient de ces zones-là, est-ce que ça pourrait aider à une performance sportive? Ben là, il faut le voir de deux façons. Si quelqu'un travaille avec un coach, un préparateur physique, ben généralement, cette personne est supposée être au courant. Si on est par soi-même, qu'on regarde sur Internet, ben le fait de bien s'entraîner en fait en sorte qu'on devrait avoir le niveau d'énergie nécessaire. Fait que si tu es bien reposé, en théorie, ta performance sportive va être à niveau. Si tu as fait tes devoirs et tes entraînements sont dans les bonnes zones, tu n'es pas supposé d'être blessé puis tu es supposé de livrer la marchandise. Si je fais l'analogie académique, ben si tu t'es présenté à tes cours, que tu as écouté, parce que tu peux te présenter puis pas écouter. Fait que si tu t'es présenté, tu as écouté, tu as pris des notes, que tu as étudié au fur et à mesure, ben en théorie, tu n'es pas supposé de te planter à l'examen. Peut-être que ton stress va venir jouer là-dessus, mais techniquement, tu as fait tes devoirs. Si par contre, tu ne vas pas au cours, ou tu vas au cours puis tu dors, ou tu lis pas, ou tu ne fais pas tes révisions, ça fait un tout. Puis c'est le même dans à peu près tous les stress de la société. Mais là, justement, tu parlais du stress qui peut te faire planter, mais là, je me demandais, moi, comment est-ce que le stress pourrait impacter les zones de cardio et la performance sportive aussi? Ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le stress va jouer sur tout ce qui est le niveau parasympathique au niveau du cerveau et ça peut avoir un effet sur les taux de cortisol. Le cortisol, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour nous. On va regarder ça simple. Fait que si... Là, il faut le voir de deux façons. Fait que je vais prendre encore une fois l'exemple du joueur de hockey puis du triathlète ou du marathonien. Le joueur de hockey, lui, il a un effort de 90 secondes. S'il y a trop de stress, malheureusement, il peut prendre des mauvaises décisions parce que lui, il est à 45 km/h sur des patins et il y a une fraction de seconde pour décider d'un mouvement. S'il est trop stressé, il peut faire le mauvais mouvement, se planter dans la bande, manquer la rondelle, ça se peut. Chez l'athlète d'endurance, puis c'est pour ça que je te regarde en ce moment, où est-ce que le stress peut avoir une incidence directe? C'est que si tu es stressé et que ça a un effet sur ton cœur, si ton cœur est 5, 7 ou 10 battements plus élevés, à 10 battements plus élevés, tu consommes plus de glycogène que de gras. Donc, sur une heure, plutôt que de dépenser 800 calories, tu en dépenses 1200. Jusque-là, si tu cours une heure, c'est pas pire. Si tu cours 4 heures, ben là, c'est un autre 1200 calories de plus au bout de 4 heures. Alors là, si toi, tu avais prévu prendre, on va y aller avec le mot magique de 90 grammes de glucides à l'heure, et que il te manque 60 grammes en bout de ligne, ben, tu vas peut-être frapper le mur. Puis le mur, c'est pas nécessairement à cause de ton intensité, c'est juste parce que le stress a augmenté artificiellement ta fréquence cardiaque, et ça fait que, tu sais, encore une fois, l'analogie de la voiture, des RPM, des révolutions par minute. Ben, que tu sois sur de l'eau, de la glace, du sable ou de l'asphalte, à 4000 tours minute, tu as une consommation qui est équivalente, mais tu n'as pas la même vitesse. Fait que là, si pour une raison X, Y, Z, tu vas à la même vitesse, mais que tu as plus de révolutions par minute, tu te retrouves dans le rouge, ta consommation de glycogène est plus élevée, et là, tu peux te planter. Fait qu'il y a une incidence directe entre le stress, la corrélation cardiaque, puis après ça, les effets au niveau du corps. Mais c'est fou ça quand même, parce que tu sais, je pense, tu sais, tantôt on parlait d'écouter ces signaux, mais il y a beaucoup de personnes, justement, quand ils s'en vont dans leur course, qui vont tellement calculer, puis ils vont pas apporter plus, justement, là, parce qu'ils vont l'avoir calculé, fait que ça me donne un petit red flag d'en apporter plus le jour de ma race, au cas où que, justement, j'ai un petit stress de performance qui pique, puis que je dépense plus d'énergie à cause de ça, là. D'un point de vue nutritif, ça, ce sera un autre département, ce sera une autre discussion, mais être capable d'ingérer de la nutrition sportive, si tu es capable de le prendre, tu peux difficilement en prendre trop. C'est-à-dire que le seul risque, c'est des maux gastriques, mais tu es supposé de l'avoir pratiqué en entraînement. Donc, si ça a été pratiqué en entraînement et que tu es capable de l'absorber, c'est pas un problème. Si en entraînement, par contre, on est quelqu'un qui a un estomac fragile,
ben là, il faut vraiment faire attention à ça parce que là, la fameuse dérive cardiaque qui fait qu'à cause de la chaleur, le stress et l'énergie, ben notre cœur augmente un peu. Ben là, il faut faire attention parce que je suis à la même vitesse ou intensité, mais mon cœur bat plus vite, donc je dépense plus de calories, donc de glucides. Il faut que je mange plus, mais je ne suis pas capable. Donc ça peut être un backfire, en français, un retour sur... Je ne sais pas comment dire. Bref, ça peut impact, ça peut avoir un impact éventuellement qui va être beaucoup plus grand qu'on le pense. Et plus l'épreuve est longue, plus il y aura d'incidence. Sur un 5, un 10 km, des épreuves qui vont avoir lieu de 2 heures et moins, ne vous en faites pas tant. Par contre, tout ce qui est épreuve de 2, 2,5, 3, faut en tenir compte parce que ça va avoir un impact direct sur l'alimentation. Ben, tu vois, des fois, je consomme plus de nutrition sportive quand je m'entraîne parce que c'est quelque chose qui peut arriver, là, c'est d'adapter ton corps à en prendre plus au cas où que. Toujours se mettre dans des situations où ton corps peut être un peu mal à l'aise dans l'entraînement. Par exemple, je sais pas, aller nager pendant qu'il pleut, pendant qu'il y a du vent, ou aller faire du vélo, même affaire, pendant qu'il fait super chaud, ou pendant qu'il pleut également. C'est toutes des choses qui peuvent arriver pendant ta race, mais qu'il faut que tu te prépares à un certain point pour que justement tu sois capable de respirer puis calmer ton risque cardiaque si jamais il y a du stress parce que tu vas déjà l'avoir vécu. Là. Je pourrais pas dire mieux, c'est ce que je recommande à mes gens depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire que si tu t'entraînes toujours dans des conditions optimales, c'est pas donné que le jour J, ce sera les mêmes conditions. S'il fait chaud, s'il pleut, s'il fait froid, s'il y a du vent, et que tu t'es jamais entraîné en ces conditions-là, au-delà du fait qu'il y a du vent pour tout le monde, ça va avoir un effet direct sur, oui, physiquement, mais mentalement. Puis c'est ça, oh mon Dieu, c'est donc bien difficile. Puis c'est à partir de ce moment-là où ça commence à jouer dans la tête. Puis du moment qu'on commence à réfléchir trop à propos d'une situation externe qu'on n'est pas capable de contrôler, c'est là qu'on perd le contrôle de notre gestion puis que tout peut déraper. Je parle conditionnel, je dis peu, mais si on s'est entraîné dans les conditions les plus adverses possibles, écoute, on a eu un printemps qui était misérable, il faisait froid. Après ça, on a eu des canicules, il faisait chaud. L'année dernière, au demi-Ironman de Tremblant, il y a plu à nauséabond pendant 8 heures de temps. Et tout peut arriver. On ne sait jamais, mais il faut se préparer à l'imprévisible. Non, c'est vraiment important. Puis justement, ça doit avoir un impact sur les ondes puis le stress, là, comme que tu parlais tantôt. C'est un tout. C'est-à-dire qu'il y a le cœur, il y a l'énergie. On parlait des lactates sanguins tout à l'heure. Il y a la glycémie. C'est un amalgame de bien des choses. Mais c'est certain que quand quelque chose vient affecter ta fréquence cardiaque, il y aura des conséquences directes. Puis elles vont être au niveau physiologique et morphologique. Donc, il faut faire attention. Donc, d'être à l'écoute, justement pour faire attention qu'on ne se retrouve pas avec des fréquences cardiaques dans le tapis, ça peut avoir des incidences bien plus grandes qu'on puisse le penser. Mais c'est fou ça quand même de se dire que, tu sais, même pendant ton entraînement, avant ta course, ça doit avoir un impact, là. Tu veux pas, ça peut... Tu sais, si, mettons, je sais pas, je suis une personne qui vit beaucoup de stress, puis mon rythme cardiaque est tout le temps élevé, puis là, j'ai beaucoup de cortisol dans mon corps, puis là, que je continue à m'entraîner, mais qu'en même temps, tu sais, là, je me fie à mes ondes, mais mes ondes, ils doivent plus être tant fiables que ça, parce que j'ai comme plus de stress. Je sais pas si ça a un lien, là, en fait, si je te pose la question. Non, mais il y en a un, et c'est pour ça que, si on parle de méthodologie d'entraînement, je vois le temps qui file, donc on va quand même faire ça vite. L'athlète professionnel, on peut l'entraîner en fréquence cardiaque aisément parce que c'est sa job, puis techniquement, tout est encadré pour que ces entraînements soient optimaux. Monsieur, madame, tout le monde peut avoir du stress généré par la famille, par le travail, par l'environnement. Et je donne toujours le même exemple. Si le vendredi soir, tu étais dans un 5 à 7, tu t'es couché tard, tu as pris un verre d'alcool, c'est certain que le samedi matin, tes zones d'entraînement cardiaque, ils valent plus grand-chose. Donc, à ce niveau-là, des ondes en puissance, que ce soit en wattage, en pace, va être peut-être plus importante. Et c'est là où je dis adaptabilité. Des fois, on s'entraîne en fréquence cardiaque, des fois, on s'entraîne en pace, des fois, on s'entraîne en distance, des fois, on s'entraîne en temps. L'entraînement, c'est comme un buffet. Il ne faut pas s'arrêter à juste une chose. Puis je pense que si on est capable de pouvoir négocier avec tout ça, non seulement il y a du plaisir, mais on travaille de plusieurs façons différentes. C'est le fun aussi. C'est de pratiquer aussi son mental
à varier, tu sais, parce que des fois, on calcule tellement tout dans notre entraînement qu'à un certain point, le mental est plus capable de varier, puis c'est là que ça va faire des pics de stress, puis de RPM, probablement, dans ton corps, là. Fait que, il faut être capable, en tant qu'athlète, de pouvoir s'adapter à différentes situations, parce qu'à un certain point, tu y arriveras plus, là, si tu continues à tout calculer puis à tout vouloir faire à la lettre, là, parce que c'est pas la réalité de la chose, en fait. Oui, bien d'ailleurs, je me demandais, ça serait quoi tes conseils pour optimiser la gestion du stress puis le rythme cardiaque pendant une performance sportive? J'allais dire des niaiseries, on va s'en tenir au sérieux. Un truc que je donne souvent aux gens, c'est de y aller avec la respiration. C'est-à-dire que très souvent, que tu cours, que tu pédales, peu importe ce qu'on fait, le rythme cardiaque va augmenter, mais la respiration va augmenter elle aussi. Donc, c'est important de temps en temps de peser le bouton reset. Donc, d'être capable de se recentrer, de refocuser sur soi-même, prendre, c'est pas, je fais pas de la méditation pendant 1 heure de temps, mais quelques bonnes respirations et de se reposer la question, où suis-je? Puis, je vais donner l'exemple d'un triathlon demi-Ironman. Donc, je sais que tu te prépares pour un demi-Iron. On ne fait pas 90 km de vélo, puis on ne court pas 21 km. Moi, je le vois pas comme ça. Je pense que 3 fois 30 km de vélo est beaucoup plus sage, parce qu'on fait un premier 30. Et là, il faut un peu comme l'astronaute qui s'en va dans l'espace, faire une espèce de retour sur sa liste de tâches à administrer, dire comment je me sens, comment sont mes fréquences cardiaques, est-ce que j'ai mangé ce qu'il faut, est-ce que je suis où je dois être. Et là, ça prend quelques secondes. Mais si tu n'as pas mangé, ben mange. Si tu me dis, oh boy, les fréquences cardiaques sont dans le tapis parce qu'il fait trop chaud, ralentis, sinon il va être trop tard éventuellement. Donc, et tout ça, ça se fait là en, c'est 2-3 respires. Donc, on respire, ça permet de relâcher les muscles. Donc, si on était à la course à pied, on pourrait brasser un peu les bras. À vélo, c'est d'essayer de détendre un peu là, les épaules. C'est de créer tout ce momentum-là où on dit, là, on a fait un premier tiers. Si je prends la portion de vélo d'un demi-Ironman, comment je me sens? Et là, on est capable de dire, OK, ça va pas bien, je suis dans le rouge, c'est pas la journée que je pensais. Si on ne fait pas ce recentrage-là, ben, tu vas avoir un vélo qui va être, je m'excuse le langage, mais merdique, qui sera pas plaisant, puis c'est quoi? Ta course sera pas plaisante par la suite. Par contre, on peut dire... en plus, là. Ben, c'est ça. Par contre, on peut dire, regarde, j'ai fait 30 km, c'est pas où je pensais être. Je prends ceci, je le mets de côté, on repart à zéro. Donc, c'est l'habilité de pouvoir se recentrer. Et juste en faisant ça, on peut diminuer les fréquences cardiaques, on va diminuer notre stress à nous aussi. Ça, c'est des choses qu'on voit, que j'ai vu plusieurs fois en psychologie sportive, le fait d'être capable de pouvoir recentrer l'athlète. Puis, oui, ça passe beaucoup par la respiration. En entraînement, on peut parler de cohérence cardiaque, on va parler de variabilité cardiaque, mais de jouer, tu sais, c'est pas anormal de voir que tu t'entraînes. Puis là, tes fréquences cardiaques sont dans le tapis, puis tu marches 30 secondes. Tu rediminues tes fréquences cardiaques, tu te recentres sur toi-même, tu retrouves tes esprits. OK, tu as perdu 30 secondes. Tu viens de gagner tout le reste d'une course. Fait que tu sais, oui, ce sont des trucs pour venir jouer sur les rythmes cardiaques. Fait que c'est sûr que l'athlète professionnel qui vise un podium commencera pas à marcher puis à faire ça. Ouais, ça c'est clair. Puis même là, je pourrais faire une parenthèse parce que c'est déjà arrivé. Puis quand ils l'ont fait, souvent, ils ont quand même fini pas trop pire. Donc, tu sais, faut arrêter de dire qu'on est humain. On n'est pas des robots. Fait que tu sais, si des fois tu as besoin de ce petit 30 secondes-là, dis-toi que c'est 30 secondes qui n'est pas perdu. Un 30 secondes qui te permet de gagner le reste. 30 secondes qui peut te sauver là, de ta course. Exact. Là. C'est juste d'être conscient de soi-même puis de ses capacités puis juste de remettre ton corps au pire en zone 2 pendant un certain moment. Ça peut juste te permettre de récupérer. Là. Je pense à un petit bonhomme. Tu sais, des fois, il y a des jeux qui, comme là, après, tu t'en vas faire telle étape puis après, le bonhomme, il regagne de la vie. Là. Ouais. Je le vois de même un peu. Ben, c'est drôle parce que écoute, ça fait des années que je vois je dis l'analogie du fameux Mario Bros, ou tu sais, du petit bonhomme dans les jeux vidéo. On voit le niveau d'énergie qui descend. Puis après ça, tu prends une potion magique, puis ça vient de remonter. Ah oui. Tu sais, parenthèse, les enfants ont cette habilité-là.
Tu sais, j'ai 2 enfants, il y en a un, là, il est brûlé, tout ça, il embarque dans la voiture, 5 minutes, il fait une pause, il est déconnecté, il revient, son niveau d'énergie. Nous, comme adultes, on n'est pas capable, parce que notre charge mentale, elle est là, mais il faut retrouver un peu l'enfant en nous, puis dire, regarde, je suis capable de prendre 5-10 minutes pour mettre ça de côté. Ben, un enfant est capable d'être dans le moment présent. Un adulte n'est pas capable, dans le sens que en pratiquant, mettons, des pratiques méditatives, par exemple, ou en faisant du yoga, ou en te recentrant sur toi-même des fois, là, oui, tu peux être capable de revenir dans le moment présent, mais combien de fois est-ce que tu lis un livre, par exemple, puis que tu penses à d'autres choses pendant que tu lis ta phrase, puis il faut que tu relises ta phrase parce que tu penses à d'autres choses. Tu sais, c'est de se pratiquer à être dans le moment présent aussi, là. Tout à fait. Je suis 100% d'accord. Puis c'est là où on dit l'habilité de se recentrer, la fameuse batterie d'énergie. Ben, tu sais, on parlait d'entraînement, on parle d'événements, mais tu sais, il faut toujours être conscient qu'on a cette batterie-là en nous, soit à l'entraînement ou en événement. Si tu sens que cette batterie-là est drainée, faut pas penser à une formule magique que, oh mon Dieu, ça va. Non, il faut prendre action. Puis, dans un processus où tu t'entraînes pour un événement qui aura lieu dans 1 mois, ben, si ta batterie est drainée aujourd'hui, ça prend plus qu'une journée pour que ça se recharge. Donc, faut être conscient de ça. Puis, ça ne veut pas dire qu'il faut être à l'écoute de son corps ou dès qu'on a le petit bobo, on arrête tout. Mais il ne faut pas non plus faire abstraction de ça. Fait que, il y a un juste milieu entre les deux. 100%. Là, il reste environ 5 minutes au podcast. Alors, je vais te laisser la plateforme pour parler un peu de c'est quoi VO2 Math? C'est quoi le genre de service que tu peux offrir? C'est quoi ta plateforme? Écoute, comme j'avais mentionné en entrée de jeu, je suis un laboratoire d'analyse physiologique. Donc, on est capable de pouvoir analyser tes capacités. Est-ce que tu utilises des sucres ou des graisses à l'effort? Donc, quelqu'un qui se prépare pour un événement de longue durée, tu peux me prendre 2 gels, 3 gels, 4 gels. Tu peux me dire, moi, je suis capable d'ingérer 4 gels à l'heure. Mais si tu es une personne, une femme de 55 ans monopausée, qui a un estomac fragile, peut-être que tu ne peux pas ingérer 4 gels à l'heure. Donc, dans ce cas-là, il faut savoir quel est le minimum requis pour pouvoir arriver à Rimouski puis qu'il ne manque pas de gaz. Et ça, c'est un premier niveau. Les fameuses zones d'entraînement. On est capable de les déterminer avec le test qu'on fait passer, c'est un VO2 max. Donc, les gens ont un masque dans le visage qui vient recueillir les échanges gazeux. On fait aussi des échantillons de sang, de lactate. On est capable de connaître les zones d'entraînement. Avec l'expérience, le temps, quand je teste quelqu'un, je pourrais dire demain matin, tu feras un marathon à plus ou moins 2 minutes proches. J'ai pas de contrôle sur la météo, la chaleur, le froid, mais dans des conditions optimales, présentement, on est en dedans du 2 minutes sur un marathon. Donc, c'est quand même suffisamment précis. Ensuite, quand les gens se font tester, je sais que peut-être d'autres endroits qui existent, je ne peux pas connaître leur service, mais moi, je dis, tu peux avoir juste tes résultats, mais j'offre le service aussi de l'explication des résultats. Parce que juste tes résultats, c'est comme une prise de sang. Tu as peut-être le cancer, puis tu ne le sais pas, mais tu as tes résultats de prise de sang. Moi, je dis, on te fait le test, mais ensuite, on s'assoit avec toi, puis pendant 2 heures de temps, on explique. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi? Si tu veux faire du bénévolat puis t'entraîner dans ta zone de plaisir, tu as le droit, mais plains-toi pas après ça si tu t'améliores pas. Si tu fais certains changements et que tu t'entraînes dans les bonnes zones, tu vas constater qu'il y aura certaines améliorations qui vont arriver. On t'éduque, en fait. Moi, juste de la vieille mentalité qui était « fais ça », qui est peut-être celle de nos parents ou d'autres générations, moi, je prône beaucoup plus par une approche éducative où, quand tu es au courant des raisons pour lesquelles on fait quelque chose, tu es beaucoup plus enclin à le faire. Que quand on dit, fais ça. Également, là. Exact. En étant informé, là, tu peux être un peu plus conscient de tes propres signaux puis être capable de t'améliorer puis de t'ajuster dans certaines situations. Là. Tout à fait. Donc ça, c'est un des volets. Puis l'autre volet, je fais aussi du coaching à distance, c'est-à-dire que présentement, je suis quand même choyé. J'ai des athlètes sur les 5 continents. Donc, j'en ai partout. En fait, c'est encore tout nouveau. Là, j'en ai un en Afrique du Sud, mais sinon, j'en avais pas en Afrique. Mais tu sais, quelqu'un n'a plus besoin d'être physiquement à côté de nous. Donc, avec les plateformes, tout se fait à distance. Maintenant, si je te dis de courir à 4,30 le kilo, que tu cours à 4,30 à Montréal, à Sainte-Julie ou à Sydney en Australie, 4,30 le kilo, ça reste 4,30 le kilo. Donc, après ça, le coaching à distance qui est personnalisé dans la mesure où il tient compte de ton horaire du temps, de tes dispositions, de ta réalité, c'est aussi l'autre service qu'on a. Fait que, c'est 2 services qui sont connexes, puis ça dépend de ce que les gens recherchent aussi.
Ah ben c'est super. En fait, j'ai vraiment apprécié te recevoir au podcast. C'était super informatif. Puis moi aussi, ça m'a donné plein d'informations pour pouvoir m'améliorer moi-même dans mon propre sport. Je me demandais, toi, est-ce que tu avais aimé ton expérience au podcast? Non, j'ai haï ça. Non. Non, ça a été une belle expérience. Écoute, merci beaucoup. Puis c'est dommage, on était limité dans le temps, mais on aurait pu poursuivre ça encore là, très longtemps. Oui, vraiment. OK, merci beaucoup. À la prochaine. Merci. C'était l'Énergivore en direct.